directement dans le vif du sujet avec l'ensemble des textes qui ont été abordés au Conseil des ministres de ce jour. Tout d'abord, le ministre de l'Économie, des Finances, de la Souveraineté industrielle et numérique a présenté un projet de loi qui ratifie l'ordonnance du mois de septembre. Je vous l'avais présenté. Elle étendait d'1 an la période transitoire prévue par le règlement européen dans le cadre de l'harmonisation en matière de financement participatif. Ce texte, il est important parce qu'il concerne un secteur qui représente un volume de financement d'1 milliard d'euros par an. Et c'est un nouveau statut qui tente à faciliter le recours au financement participatif et à gommer un peu plus les frontières entre les acteurs européens. Nous allons donc jusqu'au bout du processus en ratifiant cette ordonnance, comme le prévoyait la loi. Ensuite, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a présenté une ordonnance qui étend aux collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution ainsi qu'à la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi dite 3DS, qui est une loi qui avait pris un certain nombre de mesures applicables au territoire d'outre-mer. Dans le même temps, elle avait fait le choix d'habiliter le gouvernement à prendre par ordonnance d'autres dispositions pertinentes et utiles pour l'organisation des territoires ultramarins. C'est tout l'esprit du texte qui a été présenté ce jour, avec certaines évolutions. En Polynésie française, à Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, il est prévu de modifier le code de la route pour étendre la possibilité aux collectivités citées d'installer des radars automatiques. Ou encore, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les règles de la participation citoyenne sont assouplies pour permettre notamment de déclencher plus facilement une mission d'information et d'évaluation d'un service public communal. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a présenté ensuite un projet de loi qui amende une convention qui s'appelle la convention d'Espoo, qui a été signée le 25 février 1991, ça ne nous rajeunit pas, et qui porte sur l'évaluation de l'impact transfrontalier sur l'environnement de certaines activités. Je pense ici à de grands équipements de type autoroutier ou encore des barrages. Cette convention elle a été conclue entre plusieurs pays européens, elle est déjà ratifiée en France, et dans ce cadre, les États parties doivent notifier les projets majeurs qui pourraient avoir un impact notable sur l'environnement sur un territoire voisin. Dans le contexte de prise de conscience environnementale renforcée, on saisit l'importance et la portée d'un tel texte entre partenaires européens. Il y a eu donc 2 textes qui ont été abordés dans le cadre de cette convention, avec le premier qui vise à intégrer les ONG dans les consultations en cas de risque environnemental. Le second, il acte l'ouverture de la convention à des États non européens. Ensuite, le garde des Sceaux a présenté une ordonnance relative au casier judiciaire national automatisé. C'est une ordonnance qui vient transposer et permettre l'application du droit européen. Cette ordonnance, elle va permettre notamment l'enregistrement dans le casier judiciaire automatisé des empreintes digitales des personnes condamnées. Et c'est un système qui permettra l'échange d'informations sur les condamnations pénales sur le territoire de l'Union européenne pour des ressortissants européens, mais aussi, et c'est la nouveauté, pour les ressortissants d'États tiers ainsi que les apatrides. Enfin, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et la secrétaire d'État chargée de l'écologie ont présenté une communication relative à ce qui va avoir lieu à Montréal dans quelques jours. C'est la COP 15 consacrée à la biodiversité. Cette COP, elle est sous présidence chinoise et elle se tient donc à Montréal jusqu'au 19 décembre. Elle doit venir fixer le cadre stratégique mondial pour la biodiversité pour la période 2020-2030. Oui, 2020 parce qu'elle a été retardée en raison du Covid de 2 ans. Il est aujourd'hui trop tard pour l'inertie et les engagements non respectés. Il faut passer à l'action vite en matière de biodiversité, alors qu'on estime qu'1 million, par exemple, d'espèces animales ou végétales sont en risque de disparition. Dans ce cadre, la France, aux côtés de l'Union européenne, va porter des objectifs fondamentaux, urgents, parmi lesquels ce qu'on appelle le 30-30-30, c'est-à-dire la protection de 30% des terres et de 30% des mers à l'horizon 2030. La France va aussi porter la suppression des subventions néfastes pour la biodiversité ou encore un suivi robuste et scrupuleux des objectifs avec des indicateurs communs. Nous aurons bien sûr l'occasion de revenir sur le futur cadre décennal qui sera adopté et d'ici là, nous ferons en sorte qu'il soit à la hauteur des enjeux. Je vous remercie et je prends vos questions. Bonjour Mathieu Coache, BFM TV. Est-ce qu'il a été question d'énergie pendant ce Conseil des ministres et notamment est-ce que le président est revenu sur la communication de ces derniers jours un peu anxiogène qu'il a semblé ne pas approuver hier depuis Tirana? Merci. Il a été évidemment question de cet enjeu de l'énergie avec une constante que je rappelle.
nous ne sommes pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures d'électricité cet hiver. Parce que parfois, à lire les journaux ou à écouter les chaînes de télévision, on a le sentiment qu'il y aurait quelque chose d'inéluctable avec des coupures qui interviendraient cet hiver. À lire aussi les documents qui sont distribués par le gouvernement et qui Alors, font état de ces coupures. Ça ne peut pas être que les journalistes. Je vais y venir très concrètement. Le rôle du gouvernement, le rôle des pouvoirs publics, le rôle des administrations, le rôle des préfets, c'est de parer toujours à toute éventualité. C'est d'être constamment dans l'anticipation des risques potentiels. Et la grande différence entre un risque et une crise, par exemple, c'est qu'il n'y a pas forcément de conversion entre un risque et une crise. Et heureusement, si l'État n'était pas en mesure de se préparer face à toute éventualité, on lui reprocherait, et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire du tout que nous annonçons aux Français qu'il y aurait des coupures de courant pour cet hiver. Et donc vraiment, je souhaite que chacun garde cela à l'esprit. C'était le sens de ma communication la semaine dernière. Par ailleurs, ce qui nous guide, c'est plusieurs principes. Le principe numéro 1, le principe sur lequel, me semble-t-il, on doit consacrer toute notre attention et toute notre énergie, c'est le principe de sobriété. Ce sont les éco-gestes que nous pouvons réaliser au quotidien, sans même attendre d'ailleurs qu'on soit en situation de tension potentielle sur l'approvisionnement ou la consommation d'énergie. Ce sont ces petits efforts du quotidien qui sont de toute façon bons pour la planète, bons pour la facture, et en l'occurrence, bons pour avoir un hiver le plus serein possible. Ces éco-gestes, les enquêtes le montrent, les Français se les approprient de plus en plus, ils sont déjà un grand nombre à les appliquer au quotidien, et donc nous insistons sur ce point, c'est-à-dire la sobriété. Le deuxième point, c'est la responsabilité, que chacun des acteurs qui est amené à intervenir dans le domaine puisse agir en anticipation, en réaction autant qu'il le faut. Je pense notamment aux entreprises qui ont montré déjà qu'elles étaient réceptives aux messages gouvernementaux en réduisant les voilures sur la consommation énergétique. Il y a aussi le principe d'efficacité, c'est-à-dire qu'il faut que nous soyons efficaces, et ça c'est aussi le rôle de l'État dans les approvisionnements en gaz, en électricité. Et vous le savez, nous avons rempli les cuves de gaz, nous avons des partenariats européens, et nous agissons pour que l'ensemble des centrales nucléaires puissent retrouver une activité normale le plus vite possible. Et le dernier principe, il est fondamental, c'est le principe d'unité. Et les Français ont toujours montré qu'ils étaient solidaires, citoyens dans leur comportement. Et bien, c'est à ce même principe d'unité que nous faisons appel. Et avec ces situations-là, nous passerons un hiver dans de bonnes conditions. Donc, j'entends parfaitement les interrogations, les peurs que peuvent soulever le simple fait d'aborder l'idée qu'il puisse y avoir un mois de janvier très froid, potentiellement. On n'en sait rien encore d'ailleurs. Mais je dis, il ne faut pas se concentrer sur la peur, il faut se concentrer sur les voies et moyens avec lesquels nous pouvons chacun d'entre nous agir. L'État, les administrations, les entreprises et les Français. Oui ? Bonjour Monsieur le Ministre, Simon Le Baron de France Inter. Vous parliez de sobriété. La Première ministre a annoncé une nouvelle aide de 100 €, une aide carburant pour à peu près la moitié des ménages. Dans le même temps, le pass, l'abonnement mensuel pour les transports en commun en Ile-de-France va augmenter de 12%. Au-delà de la légitimité sans doute de ces aides en termes de pouvoir d'achat, de ces aides carburant, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction par rapport à vos objectifs environnementaux ? Dans un cas de figure, c'est l'État qui décide d'apporter une subvention aux foyers français qui peuvent être les plus en difficulté en raison du prix du carburant. Je rappelle que cette aide de 100 € qui sera simple, qui bénéficiera environ à 10 millions de Français, ils pourront y accéder en se connectant sur Internet, en donnant leur plaque d'immatriculation, leur revenu fiscal de référence. Ils sauront s'ils y ont droit, 100 € par Français, donc par véhicule, ce qui représente l'équivalent d'une ristourne à peu près de 10 centimes par litre pour quelqu'un qui roulerait quelques 12 000 km par an. Nous le faisons parce que nous continuons de soutenir le pouvoir d'achat des Français, notamment des Français qui travaillent et qui ont besoin de leur voiture au quotidien pour travailler. Dans le deuxième cas de figure, vous avez là une décision prise par la région Île-de-France et non pas par l'État, qui consiste à augmenter le prix du pass Navigo pour les franciliens qui prennent les transports en commun. Ce n'est pas une décision, encore une fois, du gouvernement. Vous voyez, quand le gouvernement est en mesure de prendre des décisions, il prend des décisions pour diminuer l'impact de l'inflation. Là, manifestement, ce n'est pas ce type de décision qui a été prise par la région. Selon la région, si l'État l'aidait plus, elle n'aurait pas augmenté le prix le coût des transports. Les régions sont des collectivités dotées d'un budget propre et qu'ils utilisent avec des choix politiques qui sont opérés par les équipes qui dirigent les régions. Je note que certaines régions sont en train d'expérimenter les transports gratuits, les trains gratuits, par exemple, certains week-ends. Donc ça veut dire que gouverner, c'est choisir. Après, il ne revient pas comme porte-parole du gouvernement d'entrer plus dans le commentaire des décisions prises par tel ou tel président de région. Mais c'est en aucun cas une décision gouvernementale. Merci.
Bonjour, Thomas Després à RTL. Je reviens sur la question de l'énergie. Il y a quelques mois, le gouvernement convoquait un conseil de défense consacré à la crise de l'énergie, organisait une conférence de presse pour expliquer aux Français qu'il fallait être sobre, sinon il y aurait des coupures. Maintenant, on explique qu'il y aura peut-être des coupures, en tout cas qu'on s'y prépare. Est-ce que finalement l'agacement du président hier n'a pas en partie été provoqué par le gouvernement ? Mais, pardon, je veux bien répéter les choses. Vous avez un premier signal d'alerte qui est donné cet été sur le fait qu'il y a des centrales nucléaires qui ne fonctionnent pas dans les meilleures conditions et que nous avons dû mettre à l'arrêt un certain nombre de réacteurs, qu'EDF a dû faire ce choix. Sur le fait que l'approvisionnement en gaz russe, dans les conditions que chacun connaît de guerre en Ukraine, va manquer à certains pays européens pour produire de l'électricité. Et donc, une première alerte a été donnée sur le fait que les conditions énergétiques hivernales ne seraient peut-être pas tout à fait les mêmes que celles que nous avions connues les hivers précédents. De là découle un plan d'anticipation, d'intervention et d'action gouvernementale pour parer à toute éventualité. S'y associe une communication grand public qui a pour objectif de promouvoir la sobriété énergétique. Est-ce que nous avons eu une communication qui a été efficace en la matière ? Je note qu'on est plutôt sur une trajectoire, une fois qu'on a corrigé l'effet de température, de -6, -7%, je crois, de consommation énergétique par rapport aux années habituelles, avec un effort qui porte sur les entreprises, mais qui porte aussi sur les ménages français. Et donc ce message, il a été entendu et il nous permet aujourd'hui d'être sur une trajectoire plus vertueuse, je le rappelle, pour l'hiver, plus vertueuse pour le pouvoir d'achat des ménages et plus vertueuse pour la planète. Ce que nous ne voulons pas, c'est qu'il y ait, à partir de ces messages qui sont essentiels, il y ait le point de départ d'une espèce de peur collective qui panique les gens et qui donne le sentiment que la France serait en pénurie d'électricité, d'énergie, etc., etc. Parce que ce n'est pas ce que nous disons. Et nous disons que nous sommes capables de faire face à toute situation. Et donc on a vu effectivement un certain nombre d'intervenants dans différents médias parler et dans une espèce de film d'anticipation de ce qui pourrait arriver dans telle ou telle situation, etc. Et je ne crois pas que ce soit effectivement la bonne manière de communiquer. La bonne communication, c'est communiquer sur la sobriété, sur les gestes du quotidien. C'est expliquer aux Français sans interférer avec leur quotidien, sans rentrer dans leur salon, sans être trop intrusif. Mais c'est expliquer très simplement que si certains jours c'est tendu sur l'électricité, eh bien si on peut décaler de 3/4 d'heure, 1 heure, l'allumage d'une plaque de cuisson, si on peut décaler ou programmer la machine à laver pour qu'elle soit un peu plus tard dans la journée, etc., ça passe et ça suffit. Et ça suffit. C'est vraiment ça qu'on appelle les éco-gestes et ces gestes citoyens dans cette période particulière. Bonjour, Francesco Fontemaggi de l'AFP. Est-ce que sur ce sujet, le président, il y a un message spécifique à l'égard des ministres en termes de communication plus rassurante, moins anxiogène, comme il a fait hier à l'adresse de toutes les autorités à Tirana? Est-ce qu'il a répété ce message et avec quel terme? Le président a abordé les 4 principes que j'ai édictés tout à l'heure, que j'ai rappelés tout à l'heure, le principe de responsabilité, d'efficacité, d'unité. Et le dernier m'échappe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Sobriété, qui est quand même le premier principe d'ailleurs. Voilà. Bonjour, Elisabeth Pinault de l'agence Reuters. Il y a eu le débat sur l'immigration hier à l'Assemblée nationale. Au regard de ce débat, est-ce qu'il s'est dit, est-ce que vous pensez qu'un consensus pourrait survenir, in fine, et avec quels alliés ? Je considère qu'il y a toujours la voie d'un consensus, et vous savez que c'est la marque de fabrique de ce gouvernement, notamment depuis les dernières élections législatives, avec une situation de majorité relative, qui fait que nous sommes en permanence à la recherche d'alliés. Alors hier, il y a eu plusieurs interventions très intéressantes. Il ne me revient pas, comme porte-parole du gouvernement, de commenter ou critiquer l'intervention de groupes parlementaires. On a vu certaines postures chez les extrêmes, on s'y attendait, mais on a vu aussi un esprit d'ouverture parmi les partis républicains, et nous souhaitons pouvoir travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en vue de faire adopter cette loi importante, pour mieux réguler l'immigration, pour mieux intégrer celles et ceux qui ont vocation à rester sur le territoire national. Alors hier, Reuters a publié une enquête qui revient sur les amendes dressées par la police jugées discriminatoires pour certains acteurs, avec des personnes verbalisées à tort, à distance, à répétition. Et dans la loi LOPMI, le gouvernement entend élargir encore le champ des amendes forfaitaires délictuelles et donc les risques d'abus selon les détracteurs. Qu'avez-vous à leur répondre ? Mais qu'en fait, en France, il n'existe pas de fichier ethnique. Donc nous regarderons cette enquête publiée par Reuters, mais il n'y a pas de fichier, en fait. Donc il n'y a pas de document dans lequel vous pouvez montrer qu'en fonction de votre origine ou de vous auriez telle ou telle amende qui serait donnée. Donc je suis plutôt surpris, mais on regardera cette enquête. Merci.
Rebonjour, une question sur l'épidémie de Covid. D'abord sur les vaccins, est-ce qu'il est envisagé d'ouvrir la dose de rappel à plus de monde que les plus de 60 ans et les publics prioritaires aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez rappeler d'ailleurs les règles de qui a le droit de se faire vacciner aujourd'hui? Et puis sur les masques, le ministre de la Santé a dit que sa main ne tremblerait pas s'il fallait les rendre obligatoires dans les transports. Est-ce que là aussi vous commencez à y penser? Est-ce que c'est une possibilité pour les jours qui viennent avant les fêtes? Je rappelle bien volontiers les indications de rappel vaccinal. Tous les Français âgés de 60 ans et plus, tous les Français porteurs de maladies chroniques ou de fragilité les exposant à des risques de forme grave, et par extension, tous les Français qui peuvent être en contact proche avec les Français que je viens de citer, de lister. La vaccination de rappel est en train d'augmenter. Donc il y a cette espèce de mouvement de prise de conscience alors que nous connaissons une probable nouvelle vague de Covid-19. Et donc nous invitons évidemment tous les Français qui le peuvent à se faire vacciner sans délai. Quant au port du masque, vous savez que nous sommes sur le principe de responsabilité dans le port du masque. C'est-à-dire que quand je suis dans des transports en commun ou dans des lieux clos avec beaucoup de gens, quand je suis fragile ou en contact de personnes fragiles, je porte le masque. Juste sur la vaccination, est-ce qu'on peut dire du coup que tous les Français peuvent se faire vacciner? Parce qu'être en contact avec quelqu'un de 60 ans, il suffit de prendre le métro et puis voilà, on est en contact. Donc est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est plutôt un contact rapproché. Dans le métro, on invite plutôt les Français à porter un masque. Mais maintenant, si quelqu'un estime qu'il va être en contact, par exemple pendant la période de Noël, avec une personne fragile parce que âgée et qui va passer quelques jours avec, et qu'il souhaite se vacciner pour se faire protéger, il peut le faire valoir pour bénéficier d'un rappel de vaccin. En priorité, les personnes fragiles et les personnes qui sont en contact avec les personnes fragiles. Et il y a des doses pour tout le monde? Oui. Oui, ça c'est... Bonjour Monsieur le porte-parole du gouvernement, Paul Larouturou-Elsi. Une question internationale assez grave. Il y a quelques jours, il y a 2 semaines, dans l'indifférence relative, mes confrères de France 24, des observateurs, ont publié ces 13 douilles, ces 13 cartouches françaises de la marque Shedid qui ont été ramassées sur les endroits où ont été grièvement blessés et réprimés les manifestants en Iran. Donc a priori, de l'enquête, Shedid n'a pas voulu nous répondre, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont juste des douilles qui, a priori, auraient transité par la Turquie et donc ensuite aurait violé l'embargo. Je rappelle qu'il y a un embargo depuis 2011. Selon Amnesty, il y a 20 personnes au moins qui seraient mortes à cause du fusil à pompe. Ce sont des balles de chasse pour fusil à pompe. Donc comment réagit le gouvernement au fait qu'a priori, encore une fois, Shedid ne nous a pas répondu, mais il y a des photos qui en attestent. C'est en Italie, parce que c'est une marque franco-italienne en Italie, il y a également une polémique et une commission d'enquête qui est en cours. Que pense le gouvernement du fait que normalement, a priori, d'après les premières estimations de ces photos qui sont plausibles, il est très probable que malgré l'embargo, il y ait des balles françaises qui soient utilisées pour la répression des Iraniens? Honnêtement, je me vois mal réagir à votre question. Je comprends que vous la posiez. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je ne peux pas réagir ici. D'abord, je ne peux pas réagir comme porte-parole du gouvernement sur de la base d'a priori, de probable ou de photos. Vous comprendrez les raisons pour lesquelles c'est... Que vous avez pu non. informer. Et puis ce sont des questions qui relèvent plutôt de la diplomatie. Vous savez que ce n'est pas l'objet du point presse de sortie de Conseil des ministres. Mais le président autant aurait pu être j'ai un alerté. spectre très large de réponses, autant là, je vous avoue volontiers. Mais le président a parlé de l'Iran, il aurait pu être alerté en 2 semaines. Il n'a pas été question de ce sujet-là en Conseil des ministres. Voilà, je vous dis, s'il y a des éléments, on vous les donnera sans aucune difficulté. Je vous remercie. Merci à tous.